Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Emploi. Depuis ce matin, sur l'antenne de Voltage, nous sommes en édition spéciale autour de la création d'entreprise. Et du coup, ce nouveau rendez-vous depuis quelques instants pour une heure d'émission autour de la création d'entreprise avec le partenariat Pôle emploi Île-de-France. Créer son entreprise, alors grosse question, est-ce le rêve d'une vie? Quelles sont les clés du succès? Plus facile à dire qu'à faire, diront évidemment certains, d'autant que dans le contexte actuel, toujours contexte bien compliqué, nous vous le disions dès hier soir sur Voltage, évidemment, suite aux nouveaux chiffres du chômage, une année 2014 dite noire. En tout cas, l'emploi, justement, une préoccupation pour bon nombre de Franciliens et de Français aujourd'hui. Ça tombe bien. Et ce constat sur la création d'entreprises, les créateurs, voire les repreneurs d'entreprises, sont en demande de conseils et d'accompagnement. Et ça tombe donc plutôt bien puisque nous allons en parler ensemble pendant une heure. À mes côtés, trois invités. Tout d'abord, Nicolas Richet, créateur du concept à la carte et patron de Columbus Café France. Bonjour. Bonjour Cyril. Bienvenue, merci de nous accueillir d'ailleurs chez vous. Merci. Parce que nous sommes en direct depuis le Columbus Café rue de Châteaudun dans le 9e arrondissement de Paris. À nos côtés également Laure Wagner, membre de l'équipe fondatrice de Blablacar. Bonjour Laure. Bonjour. Alors évidemment Blablacar, est-ce qu'on doit encore présenter Blablacar aujourd'hui? Entreprise française, leader du covoiturage, évidemment on va en parler. Et à vos côtés, Laurent Kasmerzak de Pôle emploi Île-de-France. Laurent, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour ce nouveau numéro. C'est donc bel et bien parti pour une heure d'émission. On va commencer par vous, Nicolas Richet, concernant Columbus Café, donc société de coffee shop à la française, on peut résumer comme ça? Oui, c'est une société française qui propose des coffee shops un peu partout en France. Donc, qu'est-ce qu'un coffee shop? C'est une inspiration anglo-saxonne, mais c'est avant tout pour nous, enfin, en 2 minutes, c'est un lieu social ou un lieu de vie où on peut boire son café ou prendre une pause, en fait. Et voilà ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Plus de 80 points de vente aujourd'hui? Oui, plus de 80 points de vente en France. Et puis on s'exporte un peu à l'étranger, notamment au Moyen-Orient. On a entamé la Belgique et la Roumanie il y a 2 mois. Et pas que, puisque le développement se poursuit. Vous avez a priori, si mes souvenirs sont bons, ouvert un nouveau site hier, c'est ça, ici les Moulineaux, chez nous en Île-de-France? Absolument, on a ouvert hier, on en ouvre en Île-de-France, on en ouvre un second ici les Moulineaux dans 3 semaines, on ouvre à la gare Saint-Lazare et également à la Défense, tout ça au mois de février, donc oui ça bouge. Ah, vous savez, ce rendez-vous emploi est interactif, vous pouvez évidemment via ce chat poser vos questions. Et première question de Florent, quelles pourraient être les difficultés si mon cursus est différent du secteur dans lequel j'aimerais me lancer? Vous êtes un exemple justement par rapport au cursus qu'on a pu faire, voir ce qu'on pourrait faire éventuellement sur la création d'entreprise. Vous avez démarré plutôt dans un cursus scientifique et aujourd'hui vous faites complètement autre chose et vous êtes passé par autre chose entre-temps. Moi, oui, aujourd'hui, je ne fais rien du tout de ce pourquoi je suis programmé. Donc, pas programmé, en tout cas, par mes études. J'ai toujours, en fait, je pense qu'on fait bien ce qu'on aime faire et quand on prend du plaisir à le faire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter du cursus, sauf si on est sur un métier qui est hyper technique, où on a besoin d'avoir des connaissances très pointues. Mais il faut surtout, avant, s'amuser dans son métier au quotidien. Et justement, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui pour vous amuser au quotidien? Moi, c'est le plaisir. J'adore la restauration et je trouve que le contact avec le client est créé, parce qu'on crée quand même beaucoup quand on ouvre des points de vente, des nouveaux Columbus Café, on crée beaucoup. Cette relation avec l'entrepreneur et le client m'amuse au quotidien. Alors, si on parle de la création de l'idée au projet, Laurent, je vais me tourner vers vous. Quand on se lance, on a envie évidemment de réussir. Columbus en est un exemple, Blablacar, on va y arriver, en est un exemple également. C'est l'idée de se développer, de s'accomplir, c'est la success story dans l'idée notamment? Exactement. En fait, ce qu'on sait pas forcément beaucoup, c'est que la France en fait possède une vraie dynamique dans la création d'entreprises. On est dans la zone du G7, en fait, le premier pays créateur d'entreprises devant les États-Unis, toute proportion gardée bien évidemment. Et dans ces temps en fait où on se flagelle tous un peu sur la dynamique économique, voilà, je pense qu'il y a 2 chiffres, et je ne vais pas en donner beaucoup, qu'il faut pouvoir rappeler. Chaque année, c'est 500 000 entreprises qui sont créées en France. L'année dernière, on a eu un pic à 550 000 environ, 10% de plus, je pense que ça peut se souligner. Et donc la création d'entreprise, ça fonctionne. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir durer. Et on a quelques idées comme ça originales que je voulais partager comme ça, pêle-mêle avec vous, parce qu'il y a des idées, il y a des success stories. Parmi les premières success stories, en fait, quand on a préparé ensemble cette émission, on a essayé de chercher des idées françaises, franciliennes. Et il y en a?
Bah oui. Et du coup, en fait, on a pensé à un site internet qui s'appelle, alors je ne vais pas faire de la publicité, c'est certainement pas un concurrent, qui s'appelle amplement.fr, qui se veut un réseau social professionnel, qui, il n'y a pas très longtemps, vient de se faire recapitaliser à hauteur d'1 million d'euros par un investisseur étranger. Je pense que ça peut se souligner parce que du coup, les entreprises françaises fonctionnent et fonctionnent bien. Deuxième idée, parce que voilà, à un moment, il faut pouvoir aussi se dépasser, enfin dépasser son simple cadre, c'est la tarterie, qui n'est pas forcément aujourd'hui une enseigne très connue, qui propose, comme son nom l'indique, des tartes. La grosse originalité de ces entreprises, c'est qu'à 42 ans, en fait, sa dirigeante, qui était avocate à l'origine, a tout plaqué pour faire des tartes. C'était sa passion. Elle a commencé à en faire 10 par jour en 2009. Elle en fait aujourd'hui plus de 100, 150 par jour et elle dégage 900 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui peut, là aussi, à partir d'une simple idée qu'on pourrait imaginer comme banale, d'une idée banale, pardonnez-moi, qui pourrait se généraliser, faire des tartes. Et puis, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Et c'est vrai que la création d'entreprise, on va en parler dans cette émission, et je pense que nos invités peuvent rebondir, c'est avant tout une idée. C'est une idée qui peut à la fois être farfelue, qui peut nous paraître un peu surprenante, ou reprise par d'autres, ou sur un marché. Enfin, on va en parler durant cette heure d'émission. Et on va voir en plus, pardonnez-moi Laurent, même le lien avec Pôle emploi, quelles sont les aides, on va y venir aussi. Et justement, la question de Valérie, dans le projet de recruter du personnel pour les services à la personne, quel est le dispositif adapté à ma demande? Quel serait le partenariat avec Pôle emploi? Évidemment, Pôle emploi, ça reste un référent, même dans la création d'entreprises, dans les success stories, pour venir à la pêche aux infos. Exactement. En fait, Pôle emploi aujourd'hui propose une offre de service sur la création d'entreprise. Donc ça se décline en deux volets. On a des prestations adaptées pour aider les demandeurs d'emploi à faire mûrir leur idée, leur projet et pouvoir le rendre réaliste. Donc là, il y a toute une partie. Et puis la deuxième partie sont des aides très concrètes. Aujourd'hui, l'État et Pôle emploi peuvent faire bénéficier aux créateurs d'entreprises d'aides pour prendre un premier pied dans sa démarche de création d'entreprise ou pourquoi pas, contribuer à la création du capital. Alors, autre question de Jérémy. Bonjour, je souhaiterais avoir des renseignements concernant la thématique du jour. Est-il facile de devenir son propre patron? Faut-il avoir beaucoup de diplômes? On va en venir à vous, Laure Wagner, sur la création d'entreprise. Donc vous faites partie, je le rappelle, de l'équipe fondatrice du site Blablacar, ex-covoiturage.fr. En quelques mots, les premiers souvenirs qu'on a quand on se lance, évidemment on n'imagine pas qu'aujourd'hui on va s'implanter en Inde, qu'on est présent sur 14 pays. Au départ, qu'est-ce qui fait le déclic du fait qu'on se lance? Alors, je vais vous raconter la petite histoire de covoiturage.fr qui est devenue Blablacar. C'est parti d'un besoin personnel de Frédéric Mazzella, le fondateur, en 2004. Il n'avait pas réservé ses billets de train pour rentrer en Vendée à Noël. Il est vendéen de Fontenay-le-Comte. Et étant à Paris, il était le bec dans l'eau pour rentrer à Noël. Là, il a réalisé que les trains étaient pleins et très cher. En fait, il restait une place à 5h du matin à 150 €. Il s'est dit non, c'est pas possible. Et donc finalement, bref, c'est sa sœur qui est venue le chercher. Il a réalisé que les voitures étaient vides, les trains étaient pleins et qu'il n'y avait rien pour optimiser ça et enrayer ce gaspillage massif des places libres dans les voitures. Donc de son besoin personnel, il en a fait un outil à disposition de tous. Il s'est mis à coder tout de suite, tout seul, parce qu'il était persuadé qu'il y avait un besoin. Il a un petit peu une traversée du désert. De 2004 à 2008, il était un peu en stand-by. Il avait lancé le site, mais sans moyens financiers. Il travaillait à côté, il était ingénieur. Et début 2009, il a véritablement lancé l'aventure en disant « Maintenant, je prends le risque, je plaque tout. J'embauche une première personne pour lancer la communication. » J'ai eu de la chance, c'était moi. Et donc, on a lancé ensemble à fond cette activité en faisant connaître le covoiturage. Et effectivement, pour revenir à mon état d'esprit de l'époque, je n'imaginais pas du tout au début d'une start-up qui allait devenir internationale. J'avais envie d'aider une initiative plutôt chouette, écologique, sociale. Et j'avais envie d'aider, de contribuer. Et en ayant cette énergie pour quelque chose en lequel je croyais, on a fait presque un miracle parce que personne n'y croyait à l'époque. Personne n'y croyait. Justement, c'est peut-être ça aussi la première étape dans une création d'entreprise. L'idée, le déclic est de se dire
je suis motivé, je crois à mon idée et je vais la défendre, je vais aller jusqu'au bout? Il faut vraiment être passionné parce que créer une entreprise, c'est beaucoup de travail, plus qu'un salarié. Et donc, il faut y croire, arriver à passer au-delà des remarques parfois pas très positives de son entourage qui peut nous dire « mais t'es fou, qu'est-ce que tu t'embêtes à créer ton truc, à travailler jour et nuit ». Il faut vraiment être persuadé que ça va marcher. Frédéric Mazzella l'a été. Tout le monde lui disait que les Français auraient trop peur de faire confiance à un inconnu et de partager leur voiture. Il a pris chacun des arguments, des freins à la pratique du covoiturage et il en a fait un service qui permet de covoiturer en toute confiance et aujourd'hui ça marche. Laure, je vous pose la question de Florent. Comment développer sa réputation au début de l'activité? C'est vrai que chez Columbus, évidemment, l'image et la communication participent aussi au développement de l'entreprise. C'est le cas aussi chez vous. Votre réponse à Florent? Alors, il y a deux choses. Il y a le produit en lui-même, le site web. Il faut qu'il soit impeccable, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il n'y ait pas de bug, il faut qu'il propose un service qui fonctionne 100% du temps. Et si le service a une bonne réputation, il y aura un bon bouche à oreille. Donc ça, c'est une première chose. Et puis deuxième chose, il faut effectivement savoir communiquer, trouver les bons leviers de communication. Nous, ça a été la presse au départ parce qu'on n'avait pas de moyens, pas d'agence, pas de budget pour faire de la publicité. Donc il a fallu faire parler de covoiturage.fr à l'époque par voie de presse. Par voie de presse notamment. Justement, j'ai une question de Fabienne de Paris. Avec quelle somme avez-vous démarré Blablacar et combien de personnes, évidemment, sur la création, avec qui on s'entoure, quels sont les moyens de base? Alors, zéro, vraiment. Frédéric Mazzella a commencé tout seul en 2004. Il a codé le site sur son temps personnel. Il a certainement payé un petit hébergement chez OVH, certainement une centaine d'euros par an, de sa poche. Ensuite, en 2009, là, il a décidé de m'embaucher, avant même de se payer lui-même. Parce qu'il avait déjà décroché quelques clients à l'époque. On vendait des plateformes de covoiturage à Carrefour, Ikea, etc. Mais quand j'ai commencé, il m'a dit cette année, tu as 500 € de budget pour faire la communication. Donc oui, c'est pas énorme. Ah non, c'est pas énorme. C'était de la débrouille, c'était les réseaux sociaux, la presse, envoyer les infos au bon moment. C'était un petit peu avec des bouts de ficelle, hein, honnêtement, au départ. Mais en trouvant quelqu'un, et pour le coup, j'avais vraiment l'énergie de le faire connaître, et il avait trouvé quelqu'un aussi passionné que lui. Et je pense que la passion, ça amène de l'engagement, de l'efficacité. La passion et savoir bien s'entourer dès le départ, ça a été son talent et votre passion cumulée pour développer. Autre question de Normand 1269. Comment avez-vous géré votre développement à l'international sur vos secteurs respectifs? Donc chez Blablacar, évidemment, l'international n'est pas arrivé tout de suite. Entre le budget de communication à 500 € et l'arrivée tout dernier en ce mois de janvier en Inde, qu'est-ce qui a fait que, effectivement, on commence à passer le pas? Alors très tôt, on a décidé de quand même partir à l'international, même sans budget. Donc Frédéric avait un ami en Espagne, Vincent, qui a aussi lancé Blablacar Espagne avec 0 et peut-être 500 € de budget en Espagne. Mais l'important, c'était d'y être et de lancer le marché, même avec toujours des bouts de ficelle. Et puis d'année en année, 2010, on a lancé l'Angleterre. 2011, ça a été plus prospection sur d'autres pays. 2012, on a ouvert plusieurs pays, l'Italie, la Pologne, et 2013, l'Allemagne. Et là, dernièrement, 2014, ça a été Ukraine, Russie, Turquie. Et là, en 2015, l'Inde. Ça s'est fait petit à petit. On a levé des fonds à chaque étape. Mais on a commencé très tôt parce qu'on voulait avoir cet état d'esprit international tout de suite. Et ça a pris, effectivement, je vous rappelle, une présence dans 14 pays. Autre question de docteur. Maïté, je réside en Ile-de-France. Je souhaite la création d'une micro-entreprise dans le secteur du BTP. Elle consistera à l'intermédiaire entre les sociétés détentrices de ces engins et les clients en Afrique de l'Ouest. Comment dois-je m'y prendre? Laurent, je me retourne vers vous sur la création d'entreprise. Les étapes clés, on l'évoquait à l'instant. La première étape, évidemment, ça reste l'idée de base. Exactement. Déjà, l'idée de base, c'est de se dire est-ce qu'elle est viable? On la teste, on la décline, on essaie de se dire comment elle est perçue. On commence par son entourage dans un premier temps. Ensuite, il y a l'idée de l'étude de marché. Il faut voir exactement en fait, sur quel marché on va se positionner. Est-ce qu'on est sur un marché très large? Est-ce qu'on est sur un marché beaucoup plus restreint, un marché de niche? Ou alors d'ores et déjà à l'international dès le début? Ensuite, on a l'étude financière. Parce que du coup, en fait, créer son entreprise, c'est à la fois avoir un capital. On parlera peut-être de la forme juridique tout à l'heure. Voilà, il y a quelques règles aussi à suivre. Et puis enfin, il y a l'étude juridique. C'est-à-dire qu'il faut choisir la bonne forme
énorme par rapport au financement en fait, qu'on a d'ores et déjà trouvé. Et justement, on va rester sur cette étude financière, le plan de financement, chiffrer ses besoins, définir concrètement l'économie économique et sociale. Nous nous sommes rendus dans une agence ADI. Alors l'ADI, je ne sais pas si vous connaissez concrètement, l'ADI permet notamment de se financer, l'association pour le droit à l'initiative économique. Évidemment, il peut y avoir d'autres initiatives. On va commencer par l'ADI. On s'est rendu dans l'une des agences à Paris, dans le 20e arrondissement. Rencontre Voltage et Pôle emploi Île-de-France avec Grégoire Aume, directeur régional ADI Île-de-France. Une petite entreprise qui se lance, en général, va d'abord essayer de mobiliser son banquier, dans un premier temps, assez naturellement, pour financer son projet de création. Voilà. Maintenant, la banque n'est pas toujours en capacité d'intervenir, soit parce que la banque considère que le projet n'est pas viable, ou qu'il n'est pas suffisamment construit, ou qu'il est trop fragile, soit parce que les besoins de financement de l'entrepreneur concernent plutôt de la trésorerie, c'est assez courant. Hein. La banque finance rarement de la trésorerie pour un projet de création d'entreprise. Voilà, donc quand ça ne fonctionne pas comme ça, l'entrepreneur essaye de s'orienter vers d'autres solutions de financement. Donc nous, on a notre outil principal qui est le microcrédit. C'est un crédit d'un petit montant, le montant maximum est de 10 000 € sur une durée qui peut aller jusqu'à 60 mois, avec un taux d'intérêt qui commence à 6,5% à peu près. On peut le compléter avec un prêt d'honneur, par exemple. Le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, pas de taux d'intérêt facturé sur ce prêt, qui offre aussi l'intérêt de permettre un différé de remboursement. C'est-à-dire que le remboursement de ce prêt d'honneur, de ce prêt à taux zéro, va pouvoir se faire seulement après quelques mois. Alors, le nombre de mois est à définir en fonction du projet. En général, c'est un moyen de faire un apport en quasi-fonds propres et de permettre à l'activité de se lancer un petit peu avant de commencer à avoir des échéances de remboursement qui tombent. Le premier critère est le fait de ne pas avoir accès au crédit bancaire. Hein, c'est ça qui qualifie notre cible. Et ensuite, pour pouvoir bénéficier d'un microcrédit auprès de l'ADI, on va évidemment étudier le projet, sa solidité, la motivation de la personne qui vient nous solliciter, sa capacité de remboursement. Évidemment, notre rôle est de venir apporter un financement qui va aider l'entrepreneur à se lancer. On est très vigilant à pas, au contraire, lui mettre un poids sur les épaules qui serait un problème de plus dans son projet de création d'entreprise. Quand on instruit une demande de financement, évidemment, on s'intéresse au projet et aux aspects purement financiers du projet, mais on pèse aussi beaucoup dans notre analyse la personne en elle-même, le porteur de projet, et sa débrouillardise, sa motivation, la confiance qu'il réussit à nous donner, son entourage, etc. On prend beaucoup en compte la personne dans notre analyse, plus qu'une banque. Beaucoup sur des tout petits projets de création d'entreprise. C'est avant tout, en général, la création de son propre emploi. Environ la moitié des entreprises qu'on finance sont des projets dans le domaine du commerce. Ensuite, en deuxième position, pour un quart à peu près de notre activité, des activités de prestation de services, voilà, de manière assez large. Un petit peu de bâtiment, d'artisanat, de transport. Voilà. Mais on n'a pas de spécificité, on n'a pas d'exclusivité sur tel ou tel secteur. Et bien évidemment, vous pouvez avoir davantage d'informations sur leur site directement, adi.org. On se retrouve ici en plateau avec nos invités, toujours en direct du Columbus Café, rue de Châteaudun dans le 9e à Paris, pour cette thématique aujourd'hui. Et si vous deveniez votre propre patron, nous étions en train de parler, nous étions en plein business plan. Évidemment, on a évoqué la naissance de l'idée, l'étude de marché, l'étude financière. Il y a pas mal de questions par rapport à la finance. Alors évidemment, quand on se pose la question de la finance, on peut penser aux banques, à certains réseaux également, comme des financements participatifs. Plusieurs questions déjà de Ange 80. Peut-on avoir un financement même si on est fiché à la Banque de France? Et puis autre question de Alfam, comment trouver le financement de départ? Alors peut-être que cette dernière question, je vais me tourner vers vous, Nicolas Richet.
de par votre expérience par rapport à la création à la carte, ce bar que vous avez créé justement sur l'aspect financier, comment vous êtes organisé dès le départ? Bon, je pense que chaque projet va avoir des investisseurs ou des financiers qui sont capables de suivre, que ce soit les banques, que ce soit les privés. Donc je ne peux pas répondre d'une façon générale, sinon... Votre expérience déjà. Mais de mon expérience, c'est qu'il faut déjà prévoir 2 fois plus de temps et 2 fois plus d'argent que ce que l'on met sur le papier. Donc quand on fait un business plan, il faut se dire ça va coûter 2 fois plus cher parce que c'est 2 fois plus long. Et il faut être aussi capable de se dire maintenant, si demain je veux accélérer, comment est-ce que je vais faire, qui je vais aller voir. Donc anticiper la première étape, et c'est un peu ce qui m'a manqué, clairement ce qui m'a manqué sur la carte, c'est de dire le concept, j'ai pu financer le premier point de vente, le premier restaurant. Maintenant, comment je finance les 10 d'après? Les 10 d'après, pardon. Parce qu'il faut aller vite aujourd'hui. Et tout va très vite. Quand l'idée est bonne, il faut être capable d'accélérer. Et si on n'a pas anticipé, on peut se faire rattraper par un autre. Et justement, comment vous avez anticipé? Eh ben, j'ai mal anticipé, donc j'ai perdu du temps. Et je le regrette aujourd'hui. Bon, après ça, on peut rattraper, mais le temps compte énormément. Le facteur temps compte de plus en plus, au moins dans le commerce, mais je pense que dans la techno aussi. Justement, j'ai une autre question. De Grande Mine 95, est-il possible de créer son entreprise sans apport personnel en franchise ou pas en franchise, Laurent, par rapport au financement? Alors, par rapport au financement, on a des aides de Pôle emploi sur le capital notamment. On a une aide qui s'appelle l'aide à la création et à la reprise d'entreprise qui permet aujourd'hui à un demandeur d'emploi, dans la limite de 50% des droits qu'il a ouverts, de pouvoir en bénéficier en 2 temps pour capitaliser son entreprise. Donc ça, c'est une des premières aides très concrètes. Je prends un exemple pour être encore plus concret. Je perçois 1 000 € par mois. Il me reste aujourd'hui 12 mois d'ouvert, donc 12 000 €. Je sais que je pourrais bénéficier de 6 000 € de mise de départ dans le cadre de ma création d'entreprise. Ensuite, il y a une deuxième aide, parce qu'en même temps, créateur d'entreprise n'amène pas obligatoirement un salaire immédiat. Il y a une deuxième aide qui est le maintien partiel ou total de son indemnisation sur la première année d'exercice de l'activité, en sachant que les 2 aides ne sont pas cumulables. Il faut choisir la plus intéressante pour sa situation personnelle. Pour ça, il y a un simulateur qui est proposé sur pôle emploi.fr et qui permet de faire les bons choix le moment venu. Donc là, on est sur des aides très concrètes. Et puis, Laïdil disait tout à l'heure, on arrive la semaine prochaine sur la semaine du microcrédit. Tout à fait. Toutes les entreprises ne sont pas des multinationales au premier jour d'activité. Je pense qu'il faut pouvoir commencer modestement, progressivement, et surtout un chiffre que je ne donnais pas en début d'émission. Je disais il y a 500 000 créations d'entreprises. Il faut savoir qu'au bout de 3 ans, la moitié de ces entreprises n'existent plus. Donc c'est là où il faut pouvoir édurer et y aller sans une prise de risque trop importante. Donc l'étude financière, évidemment, on se pose la question d'obtenir une vision globale, produire ou service, clientèle, concurrence, fournisseurs, localisation, stratégie, ce sont les points de départ pour arriver ensuite au financement. J'ai Alima qui nous demande « Bonjour, j'ai un projet de création d'entreprise. Je voudrais acheter un fonds de commerce en boulangerie, mais le problème est le financement. Le banquier me demande au minimum 20% de l'apport personnel. Est-ce qu'il y a des aides de financement en Ile-de-France » Le conseil, la première démarche, c'est se tourner vers une agence Pôle emploi pour justement avoir ces conseils d'aiguillage, tout simplement, quand on est un petit peu perdu. En fait, aujourd'hui, sur Paris, comme sur l'ensemble de l'Île-de-France, les conseillers, il y a à minima un conseiller spécialisé sur la création d'entreprise. Il existe des prestations qui sont financées soit par Pôle emploi, soit par l'État, qui permettent en fait de financer là aussi des conseils auprès de spécialistes, parce que là on donne des informations générales, mais je pense qu'il est prudent à un moment sur l'étude juridique d'aller voir un avocat spécialisé sur ces questions-là. Et pour ça, en fait, il y a un dispositif qui s'appelle l'aide à la création pour les chômeurs ou à la reprise d'entreprise, l'ACRE, et qui permet en fait dans ce cadre-là de pouvoir financer des spécialistes et du marketing et du juridique et pourquoi pas du démarchage de banques pour pouvoir réunir le capital nécessaire. Évidemment, tout à l'heure, Nicolas Richet évoquait des organismes privés. On peut faire appel aussi éventuellement à d'autres réseaux. Je pense notamment à la Yump Academy, qui est un réseau qui permet de regrouper des créateurs d'entreprises sous un même toit. Ça permet aussi de développer un réseau. C'est aussi ça, développer les canaux pour avoir un maximum d'informations dès le départ.
Aujourd'hui, j'allais dire, sur l'information, j'inviterai les uns et les autres à pouvoir aller sur des sites comme les sites du gouvernement, qui donnent aujourd'hui beaucoup d'informations sur les différentes sources d'informations sur la création d'entreprise, et là aussi, de pouvoir élargir son réseau, pouvoir aller aussi sur des salons, parce qu'on a un salon et de la franchise dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est aussi une occasion de pouvoir créer son activité. On a le salon des micro-entrepreneurs aussi, qui permet aussi d'avoir de l'information. Aujourd'hui, l'information est diverse et plurielle, Pôle emploi étant qu'un canal. Et on a le salon des entrepreneurs le 4 et 5 février, je crois, prochain. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Continuez évidemment à poser vos questions. Nous restons en direct pour cette heure d'émission emploi autour de cette question de la création d'entreprise. Et si vous-même, vous pouviez devenir votre propre patron. Autre question de Patricia. Avec combien d'argent peut-on débuter? Quelles sont les entreprises qui fonctionnent sans que l'on se marche dessus? Nicolas Richer. Avec combien d'argent? Il faut savoir que créer son entreprise et la développer, effectivement, ça coûte de l'argent au départ et qu'on ne se paye pas forcément tout de suite. Donc, ne pas se précipiter. Alors, on ne va pas se marcher sur les pieds avec les concurrents. Quand on fait bien son boulot, il y a une place pour tout le monde. Et donc, il ne faut pas avoir cette inquiétude. Il faut, comme vous le disiez, avoir des contacts au niveau public pour bien connaître, effectivement, au travers de Pôle emploi, tout ce dont on peut bénéficier comme aide, excusez-moi, et aussi en parler autour de soi. Il y a des réseaux professionnels, je pense à la boulangerie, il y a des réseaux qui sont très dynamiques, en restauration également. Il y a des réseaux d'entrepreneurs qui participent aussi, qui accompagnent. Donc, quand on est entrepreneur, on est livré à soi-même. C'est comme quand on sort du bac, on arrive à la fac. Donc il faut s'entourer. Il faut s'entourer et il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas attendre qu'elle descende. Sinon, il faut prendre une autre voie, je pense. Très bon conseil. Autre question, ce sera pour vous, Laure, de famille. Besoin de savoir comment je trouve mes clients ou mes marchés. C'est une question que vous êtes éventuellement posée chez vous. On fait appel à qui pour se développer ? Bon, alors nous, on est un très mauvais exemple parce qu'on n'a pas fait d'études de marché. Frédéric Mazzella est parti droit devant à l'aventure en étant persuadé que, tout comme lui, des millions de personnes voudraient faire du covoiturage. Donc il s'est juste contenté de regarder rapidement ce qui existait, les sites de covoiturage existants à l'époque, et tout de suite il a vu qu'il pouvait faire mieux. Il n'a pas fait d'études de marché, voilà, il a un peu foncé. Cela dit, je ne recommande pas forcément de faire ça, mais c'est vrai que ce qu'on appelle le gut feeling en anglais, l'intuition. L'intuition parfois est plus forte que tout. Si on est persuadé qu'il y a une demande parce que c'est un besoin qu'on a soi-même, ça peut faciliter les choses. Je recommande justement de partir sur une idée sur un marché qu'on connaît bien soi-même et qui correspond à un besoin qu'on a soi-même. Parce que faire quelque chose de sa tour d'ivoire pour d'autres gens qui peut-être éventuellement en auraient besoin un jour, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas se mettre à leur place et on juge des choses qui peut-être n'existent même pas. Donc si vous voulez créer une entreprise, partez plutôt sur un secteur que vous connaissez bien, sur un besoin que vous rencontrez vous-même. Donc c'est ce rapport personne-projet, Laurent ou Nicolas, qui est important. Il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure, c'est Frédéric a eu l'intelligence de tester son intuition auprès de son entourage. Et il ne faut pas hésiter à challenger ses copains, même des inconnus, pour partager et se dire est-ce que mon projet intéresse d'autres, quoi. Il faut se mettre en risque. Parce qu'on va être en risque en tant qu'entrepreneur, donc on va être exposé à des risques importants. Donc il faut le faire avant d'entreprendre. On va passer au dernier point de ce business plan, qui est l'aspect juridique de la chose. Avec cette première question, statut auto-entrepreneur, être au chômage, comment ça marche? C'est une question de Mélissa. Alors c'est vrai que sur le statut juridique, il y a beaucoup de choses entre la structure, le statut fiscal, le statut social, en nom propre, en société. Face à toutes ces informations, comment on s'organise? Les premières questions qu'on doit se poser. Alors, il y a deux questions, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et sur les statuts juridiques aujourd'hui des entreprises. Jusqu'à il y a un passé assez récent, il était relativement compliqué. Il y avait un capital imposé, il n'y avait pas forcément beaucoup de souplesse. Et quand on avait à la fois une idée, un peu rapide à mettre en place, c'était pas forcément très très simple. Les gouvernements successifs qui se sont intéressés à ces questions ont un peu ouvert le cadre. En fait, aujourd'hui, les statuts juridiques se déclinent en fait en deux grandes catégories. Soit je décide de m'investir seul,
soit je décide de m'investir à plusieurs. Si je décide de m'investir seul, il y a deux questions que je me pose. Est-ce que j'ai envie de prendre des risques sur mes fonds propres ? Ou alors est-ce que l'entreprise se suffit à elle-même? Et c'est également vrai en fait sur le statut à plusieurs. Est-ce que les risques en fait on les prend à plusieurs ou est-ce qu'ils restent au niveau de la société? Je ne vais pas vous énumérer aujourd'hui tous les statuts possibles. Je veux juste faire une petite focale en fait sur le statut d'auto-entrepreneur. Justement, continuez à vous poser vos questions parce qu'il y a énormément de questions sur ce statut. Nicolas, sa question, Nicolas, 1234, le statut d'auto-entrepreneur vous semble-t-il une bonne alternative? Comment devenir auto-entrepreneur lorsqu'on est à la recherche d'un emploi sans perdre ses droits? Alors, Laurent. le statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui, c'est un statut souple. Il y a juste 3 minutes en fait sur un site internet et on a un statut déclaré. Après, ça reste relativement complexe dans le sens où on est plafonné sur ses bénéfices. À partir du moment où on est dans du domaine de la revente de produits et de services, on doit être de mémoire plafonné à 85 000 euros. Et quand on est sur du service pur, on doit être plafonné à 40 ou 50 000 euros. Alors c'est bien pour pouvoir commencer. Il ne faut pas non plus se leurrer. C'est un statut duquel il faut pouvoir aussi sortir. Ça reste qu'une première étape, l'auto-entrepreneur. Mais demain, j'ai envie de pouvoir m'installer, créer mon entreprise, poursuivre mon activité professionnelle et développer aussi une autre activité. Ça reste quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a un site qui est relativement fiable sur le statut d'auto-entrepreneur. C'est le site du ministère de l'économie, économie.gouv.fr. On retrouve toutes les informations sur le site, parce que là, je fais quand même, une alerte. Il y a quand même beaucoup d'arnaques un peu sur certains sites internet sur le statut d'auto-entrepreneur, et je pense qu'il faut vraiment aller à la source avant de partir dans un marasme de l'internet, quoi. Et en plus, les derniers chiffres concernant l'auto-entrepreneuriat ne sont pas forcément bons, notamment chez nous, sur la région parisienne. Nicaise nous pose une question. Quelles sont les obligations pour un auto-entrepreneur en termes de devoirs et de lois? Quelles sont les aides qu'il pourra prendre et prétendre? On se pose beaucoup de questions quand même autour de ce statut. Avant de répondre à cette question, est-ce que c'est un statut vers lequel vous auriez pu vous-même vous lancer, vu maintenant votre expérience, ou au contraire c'est... Moi, je suis trop vieux, ça n'existait pas, mais je laisse la place aux jeunes. Oui, Frédéric Mazzella aussi en 2004. Ça n'existait pas, Pôle emploi n'était même pas Pôle emploi. Oui, à l'époque. Donc non, la question ne s'est pas posée, mais clairement, Frédéric Mazzella avait l'ambition de faire quelque chose d'abord de national, mais très rapidement d'international. Et il me semble qu'il y a quand même un chiffre d'affaires limité sur le statut d'auto-entrepreneur. Quoique notre chiffre d'affaires aujourd'hui n'est pas flamboyant, on n'est toujours pas rentable, mais c'est parce qu'on est en phase d'expansion internationale et de fort investissement. Mais dans tous les cas, on aurait été limité. Et puis, il avait besoin d'une équipe. Il avait besoin d'être très rapidement 2, puis 10, puis 20. Puis là, on est 220 chez Blablacar à gérer le site en France et à l'étranger. Pour terminer sur l'auto-entrepreneuriat et sur ses aspects juridiques, la question de base quand on décide de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, faut être sûr de son projet, bien faire attention évidemment à ses finances et pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a relativement peu de risques sur le statut d'auto-entrepreneur. C'est comme ça qu'il a été imaginé. Il est à la fois très encadré sur le plan juridique et puis il ne nécessite pas aujourd'hui de capital de départ. Vous pouvez demain, si vous aimez, je ne sais pas, l'esthétique par exemple et vous voulez faire de l'esthétique à domicile, vous pouvez utiliser ce statut. Il est relativement souple et la forme juridique de votre entreprise est d'ores et déjà créée. Vous êtes tout seul. Vous ne salariez personne. Et ce qui est important, et j'insiste là-dessus, c'est que le statut d'auto-entrepreneur n'est pas un statut de salarié déguisé. Un statut d'auto-entrepreneur, c'est sa propre activité. Ce n'est pas une activité sous-traitée auprès d'un groupe plus important. Aujourd'hui, on ne trouve pas, ou on ne doit pas trouver sur un site internet des offres d'emploi d'auto-entrepreneur. Ça reste lié à son activité. Mais c'est une excellente idée, je veux dire, pour pouvoir démarrer très très rapidement. À partir du moment où on a un savoir-faire, on a envie de le partager et on a envie de se lancer facilement, c'est très très souple. Je parlais tout à l'heure de 3 minutes sur le site de déclaration en fait, du statut. C'est une réalité. Aujourd'hui, vous pouvez vous déclarer très très rapidement.
Nous restons évidemment en direct pour cette heure d'émission autour de la création d'entreprises. Continuez à poser vos questions. On va aborder maintenant un nouveau thème. On va parler de la franchise. Évidemment, nous sommes ici, je le rappelle, dans un Columbus Café dans le 9e arrondissement de Paris. La franchise, Nicolas Richer, je me tourne vers vous. Oui, nous, c'est le... Comment ça se passe chez vous ? Ça se passe plutôt pas mal. Ah bah, très bien. Merci. Et nous, ça se passe essentiellement en franchise pour vous répondre, Cyril. C'est-à-dire qu'on a quelques points de vente en succursale. On en a 4 aujourd'hui. On en ouvre 3 autres très prochainement. Mais les 80 restants sont en franchise, ou les 80 principaux sont en franchise. Et la franchise, c'est quoi ? C'est un entrepreneur qui se tourne vers une enseigne en ce qui nous concerne en disant « J'ai envie d'entreprendre, je vais créer de la valeur, mais je souhaite être accompagné et rejoindre un réseau qui a déjà des process et qui a déjà une notoriété. » Ça veut dire que c'est un entrepreneur qui se dit, qui a l'intelligence, à mon avis, de se dire, ou le courage de dire, voilà, je ne veux pas tout faire tout seul et je veux vivre quand même avec un esprit d'entreprise ou adhérer à un esprit. C'est ce que propose la franchise. Autour de la franchise, autre question de Mickaël. Comment peut-on être franchisé sans fonds de départ ? C'est pas simple. Non, c'est pas simple, c'est pas impossible parce que nous on y arrive, mais c'est compliqué parce que la franchise ça reste une création d'entreprise. Donc souvent il y a une création ou une reprise d'un fonds de commerce qui coûte et il faut bien qu'il y ait un financement pour cet investissement en face. Donc, on arrive à trouver des solutions dans des cas de figure assez pointus. Il y a un modèle qui s'appelle la location-gérance qui permet donc d'accéder à terme à cette accession, enfin à ce fonds de commerce, enfin de l'acquérir, pardon, qui est un modèle français qui est très intéressant aussi. J'ai une question de Christine Simon. Quel était le mode de financement de Columbus Café au démarrage et du coup le déclic ? Pour rester dans la thématique de la franchise, le déclic de se dire, voilà, on va se développer, on va passer aussi en mode franchise. Alors, au démarrage, en 94, c'est Philippe Bloch qui a créé Columbus Café avec ses deniers propres et ceux de sa famille. Et moi, je l'ai repris en 2007-2008. Ça perdait pas mal d'argent. Philippe était sorti il y a quelques années auparavant. Et là, la question de se poser, c'est comment est-ce qu'on avance sans déposer le bilan. Donc, d'abord, mettre la boîte à l'équilibre, rationaliser, et puis développer avec des partenaires qui investissent comme nous. C'est le cas d'ici, hein. Il y a Malik qui est franchisé, qui investit, et donc il profite aussi des bénéfices. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Azurform, puis autre question, parce qu'évidemment, il y a... Continuez à poser des questions et vous en posez énormément. Azurform nous demande comment devenir franchisé et les aide, peut-être par rapport à Columbus Café, l'entrée, la base justement pour vous rejoindre. Nous passer un coup de fil ou Internet, les coordonnées sont publiques, elles sont sur Internet. Et puis là, effectivement, on a tout un process ou des contacts avec des financiers, des banquiers, avec des gens qui gèrent les bailleurs, enfin, l'immobilier. Donc on accompagne le franchisé, pour le faire réfléchir. Donc on le met en situation, on lui propose de venir passer une journée chez nous avant de signer quoi que ce soit, de découvrir. Et on l'incite à réfléchir. Voilà. Justement, les compétences, quelque part, pour être franchisé chez vous, quelles sont vos exigences déjà? Alors, nous, on est passionnés et dans l'émotion. Je pense que c'est deux valeurs qui sont importantes. D'être passionné par ce qu'on fait. Donc on a tout type de profil. Des gens qui viennent de la restauration, qui viennent de domaines totalement différents. On est très à l'écoute, enfin très ouvert par rapport au profil des candidats. Il faut quand même avoir conscience que tous les matins, tous les jours, on recommence la même chose. On est au service des autres. C'est-à-dire qu'on travaille quand les gens doivent se reposer ou sont en vacances. On est là pour les accueillir, qui passent un bon moment. Donc il faut avoir cet esprit. Limil nous demande, bonjour, j'aimerais ouvrir un salon de thé style Columbus Café & Co, sachant que je n'ai aucune base dans ce domaine. Est-ce possible? Si oui, quel est l'apport financier à avoir? Merci. La question de la finance revient assez régulièrement. Oui, c'est possible. Et pour la finance, contactez Pôle emploi, m'appeler aussi. Je peux donner des tuyaux, même si ce n'est pas pour faire un Columbus Café, bien sûr. En termes de Laurent Kasmerzak, de Pôle emploi Île-de-France, je le rappelle, en termes de franchise, quelles peuvent être les premières pistes ou les premières questions que les intéressés peuvent et doivent se poser? Aujourd'hui, la franchise, on se pose exactement les mêmes questions que sur la création d'activités. Tout à fait. On passe l'idée peut-être un peu plus rapidement parce que je pense, j'ai pas de statistiques sur le
le sujet, mais que les personnes intéressées par la franchise testent plusieurs enseignes, parce que c'est avant tout une adhésion à un projet, à une idée, à un environnement, à un style de management, à un appui, parce que derrière la franchise sont aussi des hommes et des femmes qui sont en appui sur le marketing, sur les ressources humaines, sur tous les volets administratifs pour dégager justement l'enseigne de toutes ces activités. Et donc je pense que c'est une adhésion à un projet avant tout. Et puis dans un deuxième temps, la franchise, c'est aussi une idée. Parce que ça marche dans les deux sens, la franchise. À la fois, on peut vouloir intégrer un groupe de franchise, et puis on peut vouloir aussi développer son enseigne à travers le modèle de la franchise. Et là aussi, c'est pouvoir, à partir du moment où on croit en son produit, en son projet, avoir envie de le développer au niveau national. On parlait de l'international tout à l'heure. Et voilà. Et donc, ça marche exactement comme pour n'importe quelle création d'activité. Ce que je disais tout à l'heure sur les aides de création à la création d'entreprise de Pôle emploi fonctionne également sur la franchise. Ouais, pardon. Nicolas Richet. C'est très juste, c'est-à-dire qu'il y a une réciprocité. C'est-à-dire que quand il faut bien choisir, aller voir différents franchiseurs, différentes enseignes, et il faut que ça vous plaise. Parce qu'on crée son entreprise, donc on ne va pas tourner la page au bout de 6 mois, sinon on perd de l'argent. Et puis aussi, il n'y en a pas un qui est là pour pigeonner l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va prendre de l'argent en disant tu viens me voir, j'ai un super concept et tu me donnes ton argent. Et il n'y a pas celui qui dit moi je veux une franchise parce que je veux être relax et j'ai rien à faire. Non, c'est un boulot, quoi. On crée une entreprise dans les deux sens. Est-ce qu'éventuellement, effectivement, ça reste, Laurent le rappelait, on est vraiment dans la création, même si ça reste une franchise. Est-ce qu'on soit déjà en activité ou en demande d'emploi, ça peut être une vraie solution si on n'a pas forcément d'idée? Blablacar au départ, c'était une idée, c'était un concept à développer. Si on n'a pas d'idée, est-ce que finalement la franchise peut être aussi une solution pour se mettre à son compte, travailler sans l'idée de base? On parlait de location-gérance tout à l'heure. Beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui se développent dans le cadre de la franchise proposent à leurs salariés, alors je ne sais pas si le cas chez Columbus, proposent à leurs salariés en fait de pouvoir devenir locataire-gérant dans un premier temps, ce qui permet en fait de devenir son propre patron avec une mise de départ un peu plus modeste et puis des engagements réciproques sur le long terme pour ensuite pouvoir se développer dans le cadre de la franchise. Aujourd'hui, l'intérêt, j'allais dire, des enseignes, c'est de pouvoir développer aussi la vocation parmi les salariés. Et pardon. Ouais, moi je vois mes deux premiers salariés sur la carte, donc j'ai recruté en 2002. Il y en a un qui a un magasin à la carte à 30 mètres, qui s'appelle Benjamin, et c'était mon premier salarié. Et il a, avec le second, il m'a racheté un de mes points de vente. Et après ça, il en a monté un second. Donc et sans mise de départ. Et en plus, vous me confiez il y a quelques jours maintenant que en termes de taux de réussite ou taux d'échec, si on prend l'aspect dans l'autre sens, finalement, peu d'échecs par rapport aux franchisés que vous avez pu... Oui, globalement, alors là je sors du cadre de Columbus à la carte, mais globalement il y a beaucoup moins d'échecs en ce qu'on appelle dans le commerce associé ou en franchise que lorsqu'on se lance tout seul et qu'on ouvre son commerce. On est sur moins de 10% d'échecs, donc c'est intéressant. Mais c'est une plus-value, ça ne doit pas être une caution. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne va pas s'adresser à un franchiseur pour se dire non, 0 échec, je suis tranquille. Non, c'est toujours à risque. Autre question de Syl, et on va faire un petit peu avancer l'émission. On va arriver à plusieurs reprises, on a parlé des aides, justement, on va en parler maintenant. Donc Syl nous demande, bonjour, peut-on être accompagné par un conseiller Pôle emploi dans les démarches administratives de la création d'entreprise? Si oui, c'est un accompagnement individuel. Qui contacter? Merci cordialement. Très poli. Évidemment, les aides, déjà auprès des agences Pôle emploi, parce que maintenant on peut dans toutes les agences Pôle emploi évidemment faire appel à un spécialiste de la création d'entreprise. Il y a des ateliers, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Alors, et effectivement, en fait, il existe des ateliers pour pouvoir faire émerger son projet. Il y a un atelier qui est mobilisable très rapidement qui s'appelle de l'idée au projet, qui permet justement en fait de manière collective de pouvoir tester si on sent que ses amis sont trop consensuels avec soi, on peut aller se confronter à d'autres demandeurs d'emploi qui sont dans la même démarche. Il existe une prestation qui s'appelle l'évaluation préalable à la création d'entreprise. Très concrètement, ça permet de pouvoir confronter et son idée et le statut juridique et le financement à travers des professionnels. Mais aujourd'hui, un conseiller Pôle emploi ne va pas suivre étape par étape, il faut être clair par rapport à ça,
la démarche de création d'entreprise. Ce sont des choses qui sont sous-traitées auprès de spécialistes, j'en parlais tout à l'heure. Il n'y a rien de tel qu'un avocat pour échanger sur le modèle juridique, il n'y a rien de tel qu'un professionnel du marketing pour parler de business plan. Enfin, voilà, aujourd'hui, un conseiller de Pôle emploi, c'est la première étape pour accéder à une myriade de professionnels, mais ce n'est pas l'appui au quotidien pour la création d'entreprise. Justement, Laurent, Katharina 972 nous demande: je serais intéressé par la création de mon entreprise étant au chômage depuis. Qu'on soit en demande d'emploi ou en salarié, on peut malgré tout venir prendre des informations. Et justement, en tant que demandeur d'emploi, ce qui peut nous aider justement à être soutenu. Ah ben bien sûr, aujourd'hui il ne faut pas hésiter, si on est inscrit comme demandeur d'emploi, à en parler à son conseiller Pôle emploi qui va pouvoir proposer les prestations et les services adaptés. Aujourd'hui, si on est salarié, moi ce que j'invite à faire, c'est utiliser tous les sites de référence qu'on peut trouver sur pôle emploi.fr. Je parlais du ministère de l'économie tout à l'heure. On peut parler aussi des chambres régionales de commerce et d'industrie qui aujourd'hui sont en première ligne sur la création d'entreprise. Je pense qu'ensuite, il faut pouvoir aller sur les salons. Il n'y a rien de tel que de se confronter à des professionnels sur le salon des entrepreneurs dont on parlait tout à l'heure, sur le salon de la franchise, si c'est un modèle qui nous intéresse. Et puis, je pense qu'il faut pouvoir s'ouvrir très largement à la fois sur Internet et puis sur son réseau professionnel et familial. Je veux juste apporter une précision, parce que je n'ai pas, à la réflexion, l'impression d'avoir été clair tout à l'heure. Je disais qu'on pouvait, sur la première année, cumuler son allocation de retour à l'emploi et la première année en fait, de création d'entreprise. C'est vrai, je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Je l'ai juste précisé que ça concerne aussi les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique. Ça veut dire que ça concerne aussi des gens qui sont plus indemnisés au titre du régime général, mais qui sont indemnisés au titre du régime de solidarité. Alors c'est peut-être un peu jargonneux pour nous autour de cette table, mais ceux qui en bénéficient, je pense, apprécieront la précision. Autre question de Samuel Atlan. Concrètement, quelle est la journée type du dirigeant? Je vous donne la parole, Nicolas Richer, dans quelques instants. Chez vous, les emplois du temps, comment ça se passe, Laure Wagner, chez Blablacar? Moi, je ne suis pas la dirigeante, mais je vais vous parler de la journée de Frédéric Mazzella. En gros, je reçois des emails à 4h du matin. Donc c'est voilà, vraiment un patron, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est savoir qu'on va énormément travailler. Lui, c'est du 8h, 2h du matin. Voilà. Après, c'est un boulimique de travail. Peut-être qu'il y en a qui peuvent travailler moins, mais globalement, quand même, un patron a beaucoup de choses à gérer, et donc il faut savoir qu'on se lance quand même dans... Il ne faut pas se dire oh, j'en ai marre d'être salarié et de travailler autant, je vais me mettre à mon compte, être tranquillou. C'est pas du tout l'état d'esprit. En tout cas, ça ne marchera certainement pas si on est dans cet état d'esprit-là. Alan nous demande: bonjour, je désire savoir si je peux proposer mes services. Alors je ne sais pas si ça s'adresse à Columbus, à Blablacar ou même à Pôle emploi Île-de-France. Justement, on va parler de vos recrutements, de vos opportunités chez vous. On l'a évoqué à plusieurs reprises depuis le début de la semaine sur l'antenne de Voltage, même depuis ce matin. Nous parlons offre d'emploi, ce qui est l'essence même de cette journée, de notre collaboration ensemble avec Pôle emploi. Chez vous, en termes de développement et d'opportunités, concrètement aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a une centaine de postes ouverts chez Blablacar sur vraiment différents types de compétences, des développeurs web, développeurs mobiles, des postes de marketing, communication, un petit peu de tout, parce que quand il y en a 100, c'est très varié. Relations membres aussi, pour répondre à tous les messages de la communauté. Donc nous, nos processus de recrutement, c'est que toutes les annonces sont en ligne sur le site. On préfère communiquer sur notre site directement parce que ça nous assure d'afficher nos annonces auprès de nos membres et du coup d'avoir des passionnés, d'avoir des gens qui ont vraiment envie de bosser pour un site qui leur plaît. Et donc on reçoit toutes les annonces, on pose des questions aux candidats en ligne. On a un site de recrutement. Et donc voilà, il faut candidater. Et ensuite, il y a un premier appel. Si le premier appel se passe bien, en gros c'est un appel de sélection, on va poser quelques petites questions. Ensuite il y aura un entretien d'embauche avec l'équipe. Puis si cette étape-là s'est bien passée aussi, il y aura un deuxième entretien avec les fondateurs. Et chez vous, Nicolas Richer? Donc on a recruté pour l'équipe d'Issy-les-Moulineaux qui a ouvert hier, 7 personnes. Et on recrute, on recrute 30 personnes en Ile-de-France dans le mois qui arrive.
Et sinon, pour l'année, il y a 200 postes encore qui sont ouverts sur toute la France. Alors, pour poster sa candidature, c'est sur Internet, le plus simple, ou un coup de fil. Mais Internet, c'est bien parce que ça permet déjà d'avoir un petit dossier. Et donc, ça nous aide, ça simplifie les choses. Une question pour tous les deux. Myriam24 nous demande quelles sont les qualités nécessaires d'abord pour fonder son entreprise. On l'a évoqué. Puis pour assurer son bon fonctionnement et son maintien à long terme. Justement, sur la pérennisation de ce qu'on a créé. Alors, bon, je dirais être optimiste, très très optimiste. Motivé évidemment et très économe parce que voilà, ça peut ne pas marcher tout de suite. On parlait du financement tout à l'heure. Frédéric Mazzella n'a pas levé de fonds, n'a pas fait d'emprunt, etc. Il a travaillé, il a vendu des premières plateformes et le financement au départ est venu des premières ventes. C'est un modèle aussi de commencer à vendre et de se baser là-dessus. Donc en étant très économe. C'est ce qui a fait le changement en plus chez Blablacar de passer à un stade supérieur. Exactement. Et donc, en étant très économe sur les dépenses de l'entreprise, il a pu passer cette traversée du désert en vendant et être très frugal sur les dépenses. De votre côté ? Oui, il faut être pugnace, je vous rejoins, et puis s'accrocher à la ligne directrice que l'on a écrite. C'est-à-dire qu'avant de lancer une entreprise, quand on a un projet, il faut se poser, écrire une petite phrase qui reprend son projet, et puis ressortir souvent ce bout de papier en disant voilà, j'ai écrit ça, je reste là-dessus. Parce que j'y croyais. Après ça, on peut évoluer parce que les marchés évoluent, mais dans ce cas-là, on recrée notre entreprise, c'est trop différent. Parole de patron. Nico Carandec nous demande, sera-t-il possible de revoir ce chat en VOD? Merci. Oui, évidemment, on en reparlera à la fin de cette émission. Oui, vous pourrez sur les sites internet Pôle emploi et Voltage avoir accès du coup au lien. Si on parle de cursus entrepreneurial, alors la question peut faire réfléchir en termes de sens même d'entreprise, de l'équilibre nécessaire, développement économique et social toujours. Comment chez Blablacar, du coup, vous avez réussi à mêler l'aspect humain, l'aspect économique de l'entreprise pour ne pas couler et continuer à vous développer? Ah. Vous n'avez pas compris la question? Non. Non. Simplement, l'équilibre entre ce que vous avez pu dépenser pour entreprendre, l'équilibre par rapport aux moyens humains. Comment ça a pu se faire chez vous? Bon, alors évidemment, quand on a une entreprise, il faut être à l'équilibre. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a, sauf si on a un plan de développement très important et qu'on va voir des investisseurs avec une présentation très claire en lui disant voilà, on n'a pas les moyens d'aller en Allemagne, en Russie, en Inde, mais vous voyez quand même on est motivé, on a réussi à faire tout seul l'Espagne, l'Angleterre et la France. Prêtez-nous, investissez 10 millions d'euros chez nous et on va le faire. Et donc, on a été à l'équilibre financier jusqu'à un certain point, je crois 2010. Et à partir de là, on a commencé à lever des fonds et à ne plus être rentable, à dépenser beaucoup plus que ce qu'on gagne. Pour pouvoir s'étendre à l'international et prendre les marchés et saisir cette chance qu'on avait d'être les seuls au monde à avoir un service de covoiturage aussi bien développé et sans avoir de concurrents américains en face. Donc voilà, c'était un risque à prendre, on l'a pris. Et plutôt payant? Payant, non, pour l'instant, on n'est pas rentable, si moi je prends le mot au sens littéral. Mais a priori, oui, on est en train de créer de la valeur. On a une communauté aujourd'hui de plus de 10 millions de membres. On transporte 2 millions de personnes par mois en covoiturage sur des distances moyennes de 330 km. Donc, on voit là des départs en week-end. On voit que ça fonctionne, qu'il y a un véritable usage. Donc, même si on n'est pas rentable encore, on crée quelque chose de réel. Laurent, je me tourne vers vous pour cette autre question de Xionggar Turfrance, Yahoo.fr. Comment la conjoncture économique, comme la conjoncture économique est dure, si jamais l'entreprise ne marche pas, peut-on revenir au statut de chercheur d'emploi? Comment ça se passe si on s'est lancé et qu'au final, on se plante concrètement pour rebondir? Est-ce que auprès des agences Pôle emploi, on peut réussir à avoir aussi des conseils à ce niveau-là? Alors, il y a deux questions dans une. Question, ouais. La première question qui va être le plus simple à répondre, c'est on peut s'inscrire à Pôle emploi à partir du moment où on n'a aucune activité. Donc, à partir du moment où on a terminé son activité de création d'entreprise, si on arrive au bout, à la liquidation de l'activité, effectivement, on peut s'inscrire à Pôle emploi. La deuxième question sous-jacente, c'est, alors je la pose, mais c'est peut-être pas la réelle question qui est posée. C'est si j'avais des droits avant, est-ce que j'ai des droits après, une fois que, enfin voilà, est-ce que je peux rebondir à l'issue
de cette aventure. Depuis le 1er juillet 2014, et je ne veux pas être trop technique, mais je pense que ça a son importance, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place les droits rechargeables pour les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire que je cumule à partir du moment où je travaille des droits auprès de Pôle emploi, et ça dans le cas d'une certaine limite, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, soit j'en avais avant, j'en aurai après. Pour ça, donc, il ne faut pas avoir maintenu partiellement ou totalement le cumul entre son allocation et son activité, ou il ne faut pas avoir utilisé l'aide à la création, la reprise d'entreprise dont je parlais tout à l'heure pour le capital. Ou alors, je reprends une activité salariée entre les deux, même alimentaire. Alors là, c'est pas voilà, pour pouvoir me réouvrir des droits et ainsi cumuler des droits à l'assurance chômage. Je le dis avec beaucoup de simplicité, c'est vraiment l'esprit qui a été donné par les partenaires sociaux, c'est-à-dire à la fois avoir un matelas quand on est un peu au creux de la vague, et puis inciter aussi à la reprise d'activité pour pouvoir pour pouvoir s'ouvrir des droits. C'est vrai que nous recevons beaucoup de questions à ce sujet-là, comme celle de Charlotte. Bonjour, je ne suis demandeur d'emploi, mais ne suis plus indemnisé. Je vais devenir auto-entrepreneur. Quelle démarche dois-je engager auprès de Pôle emploi? Merci de votre aide. On a quelque part un petit peu répondu déjà à cette question. La démarche, c'est de prendre suffisamment d'informations. Des organismes privés existent, des publics aussi. C'est la base même, au final, de la création d'entreprise. Se poser les bonnes questions et avoir l'idée de base. Oui, et puis là, dans le cas précis, je pense qu'il faut qu'elle puisse en parler à son conseiller Pôle emploi, qui lui donnera, je vais dire, toutes les informations pour pouvoir bénéficier d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la préparation de son projet d'entreprise. Nicolas Richer, je me retourne vers vous. En termes de compétences, quand on se lance, Laure l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, faut quand même avoir un sacré caractère et pas se laisser déborder, il faut être organisé. Pour vous, vraiment, ce qui prime sur la création? Non, sacré caractère, c'est pas nécessaire. Faut pas faire croire que faut pas je laisse penser que tous les patrons sont des super-héros. Non, je pense qu'il faut être passionné. Donc, effectivement, quand on est passionné, on compte pas son temps, on est prêt à s'investir, à prendre des risques. Quel que soit le secteur d'activité, et il n'y a pas d'entreprise qui soit plus valorisante que d'autres. Ça dépend vraiment de sa personnalité. Donc, il faut avoir cette envie et l'envie de se remettre en question aussi. Accepter ça. Et si on n'a pas je sais pas, une compétence, un état d'esprit, on se remet en question avec une ligne directrice quand même qui est bien tracée pour ne pas tergiverser, mais il faut être capable de se critiquer. Après, chaque entreprise appelle à des compétences particulières, je pense. Directement, puis vous êtes tous les deux l'exemple dans des entreprises qui effectivement ont réussi à se développer. Nous devions avoir quelques questions du public. Donc je ne sais pas si nous allons en avoir. En tout cas, autre question, capital minimum pour lancer son entreprise. Il y a énormément de questions par rapport à la finance. On y revient. Je pense que les personnes se posent vraiment ça reste le nerf de la guerre. Laure ? On n'a pas beaucoup parlé du crowdfunding, du fait que le Pôle emploi soit là, mais il n'y a pas que cette ressource-là. Le crowdfunding, c'est donc faire appel à la communauté pour financer son activité. Il y a des sites qui existent comme KissKissBankBank ou Ulule ou l'américain Kickstarter. Il y en a un autre, j'ai perdu le nom, je ne sais plus si c'est Mes chers voisins, cher en anglais, SHARE. Enfin, bref, il faut chercher. Il y en a un qui est justement dédié aux petits commerçants pour faire appel, créer une cagnotte en fait, mais avec les habitants du quartier et les autres commerçants du quartier pour favoriser la vie justement du quartier en aidant un nouveau commerçant à s'établir. Donc voilà, le crowdfunding c'est assez puissant. Si on a une bonne idée, on peut faire appel aux masses pour financer avec des contreparties. Par exemple, si vous voulez ouvrir une boulangerie, vous pouvez dire aidez-moi, financez-moi, donnez-moi 50 € et quand j'aurai ouvert ma boulangerie, vous aurez X croissants offerts. Si vous ouvrez un restaurant, vous pouvez dire donnez-moi 100 € et vous aurez un repas pour deux. Voilà, il y a des contreparties comme ça et ça permet de faire une avance de trésorerie pour pouvoir ouvrir. Et effectivement, très bon réflexe, et on l'évoquait tout à l'heure par rapport au financement participatif. Et effectivement, ça en fait aussi partie. Donc, en résumé, on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de moyens sur la création d'entreprises en termes d'information, de ressources, d'aide, de réseaux entre privé et public. Donc, si on a envie de se lancer, est-ce le moment ou pas? On terminera sur cette question, Laurent.
Est-ce que c'est le moment? J'allais dire, c'est toujours le moment. À partir du moment où on sent que son idée est mûre et mature, je crois que c'est le moment de pouvoir s'en lancer. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il y a beaucoup de garde-fous, justement, à la fois sur le plan juridique, sur le plan du financement. Il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes pour mesurer plus qu'à une certaine époque la prise de risque dans le cadre de la création d'entreprise. Laurent Kasmerzak de Pôle emploi. Ah, Nicolas Richer, vous vouliez dire. Je pense que la création d'entreprise, on est champion du monde, si j'ai bien compris, de la création d'entreprise. On innove beaucoup parce qu'il y a 550 000 entreprises qui ont été créées en 2014. Il y a un autre enjeu que d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Enfin, je pense qu'il y a un deuxième enjeu, il y a garder cette force, mais aussi faire que notre entreprise soit plus grosse, peut-être plus grosse. Et l'exemple de Blablacar est quand même extraordinaire. C'est qu'on a un Français qui est champion. Vous êtes champion du monde aujourd'hui du covoiturage. Bon. Et ces 10 millions d'euros, il faut que ce soit des capitaux français qui soient derrière, dans la mesure du possible. Et on a du mal aujourd'hui à accompagner les entreprises à devenir plus grosses. Parce que si dans les 550 000, il y en a 50 000 qui n'ont pas un salarié, mais qui en ont 100, on voit l'effet de masse que ça représente en création de valeur pour la France. Et je crois qu'on a du mal à intégrer cette seconde étape, en fait, qui est le développement des petites entreprises à des grosses PME. Et il faut aussi arriver au bon moment. Blablacar en est l'exemple, à un moment où ça commençait à se poser des questions, et par rapport à Columbus, c'est arrivé peut-être un petit peu tôt, d'autres sont arrivés entre-temps, vous êtes en train de rattraper, de prendre de la place, donc il y a aussi cette part-là d'arriver, de répondre à une vraie demande. Aujourd'hui, la première étape de création d'entreprise, c'est compliqué, et développer une entreprise est encore plus compliqué, et là, il y a beaucoup moins de ressources. Il y a beaucoup moins de capitaux disponibles en France pour accompagner les entreprises à être grosses. Et on voit l'exemple tous les jours dans le commerce. Les enseignes de commerce, soit en textile ou en alimentaire, sont beaucoup étrangères, même en France, et les entreprises françaises ont du mal à s'exporter, alors qu'on a des superbes marques, on a un savoir-faire en restauration, et il y a très peu de restaurateurs à l'étranger. Il y a très peu de belles marques, ou même de marques low cost ou moyenne gamme à l'étranger en textile. Et là, je pense qu'il y a une réflexion à mener pour accompagner ces entreprises françaises qui existent. Hein. Et on restera sur cette réflexion. Ce sera le mot de la fin. Nicolas Richer, patron de Columbus Café. Merci de nous avoir reçus, en tout cas, ici en direct depuis le 9e arrondissement de Paris, chez vous. Laure Wagner de Blablacar, merci à vous d'être venu. Laurent Kasmerzak de Pôle emploi Île-de-France, merci pour ces précisions. Alors, envie de vous lancer, eh bien, notre journée spéciale emploi sur la création d'entreprise se poursuit jusqu'à ce soir sur l'antenne même de Voltage. Informations à retrouver également sur l'entièreté de cette journée en marge de ce chat de ce midi sur voltage.fr. Les informations également à retrouver sur le site de Pôle emploi Île-de-France. Je le rappelle, les informations, vous avez vu tout à l'heure le reportage sur l'ADI, adi.org, avec cette semaine du microcrédit qui va s'organiser la semaine prochaine jusqu'au 6 février. Le salon des entrepreneurs, Nicolas Richer, vous le rappeliez tout à l'heure, 4 et 5 février prochain, et également à suivre encore sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, a priori dès le mois d'avril, si mes souvenirs sont bons, mon cher Laurent. D'ici là, bonne journée. Merci encore une fois de nous avoir suivis pour ce nouveau rendez-vous consacré à la création d'entreprise.